Eh bien, nous voici sur le point de voir la seconde partie du groupe multifamilial dirigé par le docteur Jorge García Badaraco. Pour continuer cette séquence illustrative, dis-moi, Jorge, ce que nous allons voir et ce que j'ai pu analyser avec toi, c'est un aspect de la violence, n'est-ce pas? Que pourrais-tu faire comme introduction? Cette seconde réunion, comme je l'ai déjà dit, a eu lieu approximativement un mois après la première réunion où j'ai été en contact avec ce groupe. Cela commence par une dispute que, dans le livre que je viens d'écrire, j'appelle les disputes interminables, où la mère d'Ángel Luis et celui-ci sont les protagonistes d'une scène si bien violente quant à sa forme et surtout douloureuse dans son contenu parce qu'elle implique une brèche entre eux qui bientôt devient une ravine profonde dont l'origine doit remonter. Ça doit remonter plus que sûrement à l'enfance du patient, étant donné la façon dont sa mère continue de le traiter avec ce déployé autoritaire primitif dont nous parlions l'autre jour, chose plutôt grotesque en vérité, mais qui met en évidence la situation profonde de la difficulté existante entre eux, et ceci plus que sûrement depuis des années. Et là aussi, cela met en évidence l'absence d'un père. Depuis un autre point de vue, Jorge, nous pourrions dire que dans ce groupe multifamilial, ces disputes, cette scène de violence, pourrait constituer l'affleurement d'une violence sous-jacente dans le groupe. Autrement dit, elle et lui seraient les porte-voix de cette violence que le groupe parfois n'ose pas manifester. Oui, on pourrait voir cela comme ça aussi. Et la dernière fois, nous avons vu la violence chez d'autres personnes, et aujourd'hui, non seulement nous allons voir la violence entre eux, et entre d'autres. Tu as raison, il y a une violence latente, sous-tendue, qui se manifeste par moments chez les uns et à un autre moment chez les autres. Le contenu en est similaire sous quelques aspects. C'est le conflit qui se présente. Et ce qui m'intéresse, c'est que les uns les autres puissent s'observer. Ça leur permet de se voir comme dans une glace. Ça leur donne l'occasion de pouvoir y penser ensuite. Autrement dit, on peut penser bien plus à ce qui arrive aux autres qu'à ce qui t'arrive à toi. Ce qui t'arrive à toi est bien plus représenté. Alors, au moment où tu es le plus pris, du point de vue de l'émotion, et que tu représentes ta violence ou ta douleur ou tes difficultés, tu ne peux pas penser. Mais la personne qui te voit peut penser. À partir de là, tu peux récupérer des choses qui te seront utiles. Et c'est ça, en vérité, notre travail. Une autre question. Et ce que j'ai vu dans la présentation que nous allons passer, et dans la première, c'est que le groupe multifamilial agit comme une sorte de rempart, de contenant qui permet de théoriser sans que les acteurs se massacrent. Dans ce sens, la notion de contenant me semble très importante. Contenant, rempart de quoi? Contenant psychologique de tout ce qui arrive à un être humain ou à d'autres êtres humains en relation avec d'autres, quand on se sent parfois débordé. Et là, on voit bien comment ça déborde. Mais appelons ça la crue, si tu veux. Elle est bien plus contenue par le groupe qui donne ainsi l'impression de contenir les aspects qui, en général, font déborder l'être humain.
Et quand celui-ci n'a pas de contexte où se déborder, eh bien, il devient fou. Là, cette folie momentanée, cette crue de chacun, le contexte psychosocial et la structure multifamiliale permettent de la contenir et donnent le temps de penser, d'élaborer cette crue. Parfait. Bon, eh bien moi je vais parler. J'ai jamais eu ni un oui ni un non avec mon fils. Depuis qu'il est tombé malade, je suis venue ici, il était tranquille, il n'a jamais été... Bon, ça m'est arrivé, il ne m'a jamais dit de gros mots comment il m'en a dit l'autre fois qu'il m'a dit des horreurs, mais il ne m'a jamais rien fait, ni fait mal, ni rien. Et il me tient bien compagnie. Quand il est là-bas, il me tient bien compagnie. Il est bien tranquille. Je suis très tranquille avec lui à la maison. Mais cette semaine, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'étais déjeuner, je lui donne à manger dans la petite salle à manger. C'est ça la rancune qu'il a, qu'il fait qu'il tombe malade et je l'emmène ici. C'est de ça qu'il m'en veut. Qu'il tombe malade et je dois l'amener. Docteur, il n'y a rien. Il n'a pas été agressif avec moi, mais cette fois, j'ai eu peur de lui. Mais il n'a jamais eu des privautés avec moi. Il n'a jamais été un mauvais fils. Il a toujours été un fils bon et affectueux. Mais une fois, tu m'as dit que j'étais un enfant de salaud. Bon, bien sûr, parce que tu m'en as tant dit. Je me suis tirée sur le lit, jetée sur le lit en pleurant. Il me disait putain, 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 putain. Et je lui ai dit que je me sentais pas aimée. Bon, ben voilà, docteur. Il se sentait très mal ce jour-là. Et il m'a dit un tas de choses que je n'attendais pas de lui, qui m'ont fait bien du mal. Mais en fin de compte, l'autre jour, je suis venue le chercher, et parce que c'est mon fils et je l'aime bien. Je suis venue le chercher, je l'ai emmené de nouveau à la maison, et après, lui tout seul, il est revenu, lui tout seul, et il est revenu ici. C'est ça, si je suis revenu tout seul, c'est parce que tu m'avais fichu dehors. Ce jour-là, non, je t'ai pas fichu dehors. Ce jour-là, tu m'as dit, tu t'en vas d'ici. Moi, je t'ai dit, j'ai un permis de 3 jours, je suis bien conduit pendant une semaine à l'hôpital. Écoute, ce jour-là, quand tu m'as dit tant de choses que tu m'as dit putain, 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 au lit et tant d'infamie, je n'entendais pas toi, je t'ai dit, Ange Louise, va-t'en à l'hôpital parce que je ne veux pas de toi. Va-t'en, va-t'en, va-t'en pour l'amour de Dieu. Et il m'a dit, je m'en vais pas parce que ici, je suis chez moi. Oui, il est resté. Mais quand ça lui a paru bien, il s'en est allé. Moi, je suis tranquille, je suis restée bien tranquille. T'as dit la police pour qu'elle m'enferme? Non, j'ai parlé de la police pour lui faire peur parce que vous ne savez pas. Je veux dire, je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Je crois que ce que nous venons de voir, c'est un bon exemple de ce que nous disions au début, n'est-ce pas, Jorge? Que peux-tu commenter? Il y a tant de choses à dire. Mais nous devons synthétiser. Il s'agit d'un homme marié avec 2 filles, mais en sa condition de malade mental, il en a été réduit à n'être que l'enfant de sa maman. Et elle le traite comme tel. La preuve, elle l'appelle cet enfant. Elle l'emmène chez lui, elle le ramène à l'hôpital quand il a une rechute, etc. Les reproches sont effrayants. Elle dit qu'il l'a battu ou menacé de lui faire du mal, et il dit qu'elle l'a traité d'enfant de salaud, et ensuite elle l'a menacé d'appeler la police parce qu'il l'avait menacé avant. Alors, nul ne sait où commence et où va finir cette dispute interminable. Et d'autre part, il y a une rétroaction parce qu'ils ont mutuellement besoin l'un de l'autre. Sinon, chacun s'en irait de son côté. Alors, le besoin que l'un a de l'autre, c'est une pathologie, ça forme partie de la pathologie, et la rétroaction de même. Par ailleurs, il y aurait besoin d'un père pour remettre les choses en contexte. Lacan appelle ça la loi. Bon, appelons ça la loi si nous voulons. Un contexte qui incorporerait une présence et permettrait de trianguler cette situation, ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'il y a une symbiose pathologique et pathogène entre deux.
Mais ils ne permettent pas non plus l'inclusion d'un tiers. La dernière fois, nous avons assisté à l'inclusion d'un tiers, moi en l'occurrence, et nous allons la voir à un autre moment aujourd'hui un peu plus tard. Dans ce cas, répétons-le, ils ne permettent pas l'entrée d'un tiers et c'est très facile à vérifier. Tout ceci est très douloureux. Parce que l'un a besoin de l'autre et vice-versa. Et c'est pourquoi ils soutiennent la dispute comme quelque chose d'interminable. Et ils croient qu'au moyen de cette dispute, ils se communiquent. Et ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, ils s'assurent de quelque chose. Pour la mère, la possession du fils, et lui qui voudrait être, ne dit-il pas, c'est chez moi ici, il voudrait remplacer son père mort, mais il ne le peut pas. Il ne peut pas être non plus père de ses propres filles. Alors il est pris au piège et c'est dramatique. La maladie mentale est faite de ces choses. Et très souvent, chez les schizophrènes, cela n'apparaît pas, ça ne se manifeste pas. Ni le patient peut le dire, ni la famille en parle. Ce sont des choses qui ne se disent pas, mais à peine se met-on à parler, elles affleurent. Tu l'avais déjà dit, mais que peux-tu commenter pour arrondir le sujet de la violence sous-jacente qui serait une sous-jacence de la psychose? Je dirais que dans la psychose, il existe une façon de contrôler ou de maîtriser une violence intérieure qui déborderait la situation et qui se contrôle à travers la conduite psychotique. Se contrôle, mais aussi se congèle. Alors il n'y a plus de dynamique. Il y a quelque chose de statique, stéréotypé, répétitif, qui construit les symptômes. Et les symptômes répètent et condensent pathologiquement ces situations et la violence qu'elles comprennent. Tout ça se cristallise. Ça se cristallise par exemple dans la schizophrénie. Ici, il ne s'agit pas d'un schizophrène, c'est un maniaque dépressif. Et le maniaque dépressif entre et sort maintes fois de l'hôpital parce qu'il ne peut pas apprendre. Il ne se prépare pas pour affronter la vie parce qu'il est toujours en train de répéter. Le schizophrène répète intrapsychiquement, il ne peut pas non plus sortir du piège. Mais en dernière instance, ce que l'on voit très clairement ici, c'est comme l'un rend l'autre fou et l'autre le rend fou à son tour. Dans ce sens, j'ai développé la notion d'objet affolant, qui dans ce cas est la mère pour le fils et le fils pour la mère. Or, à leur tour, comme ils ont besoin l'un de l'autre, et c'est intrapsychiquement, ce sont deux objets affolants dans le psychisme de chacun, puisqu'elle, quand elle ne l'a pas, lui, elle le cherche, et lui, quand il ne l'a pas, elle, il la cherche. Donc, comme ils ne peuvent pas sortir du piège, évidemment, ce n'est pas une vie. Entièrement d'accord. Voyons ce qui suit. Je voulais inclure ce sujet parce que je pense que même dans les moments les plus violents, si on peut les inclure ensuite, ils deviennent positifs. Ils sont importants parce qu'ils apportent toujours une vérité qu'il faut savoir écouter. Et il y a une vérité que parfois on ne peut pas écouter parce qu'on ne la tolère pas. On ne tolère pas l'émotion qu'elle cause, mais regrettablement, nous sommes ici pour tolérer un peu plus que ce que nous tolérons habituellement. Sans ça, nous ne pourrions rien apprendre. Ben oui, mais c'est vous qui avez causé toute la matinée. Si nous avons plusieurs heures devant nous, je crois que nous le pourrions. Si nous fermions les portes et restions tous ici peu à peu, je crois que Ángel Luis se calmerait. Je crois. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous.
Alors, ce que nous allons faire, s'il le veut, c'est qu'il sorte et ensuite qu'il revienne s'il le veut. Bon, tu voulais dire quelque chose, toi? Une chose très importante, qu'avant il y a 1h30, il m'a dit qu'il voulait sortir de l'hôpital parce qu'il était bien, il se sentait bien, maintenant il est nerveux, je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Maintenant, ceci aussi est important. Qui est-ce qui dit? Qui est autorisé à dire qui se trouve bien et qui va mal? Comment faire pour savoir qui va bien et qui va mal? Évidemment, le premier qui doit dire qu'il va bien, c'est soi-même, n'est-ce pas? Mais moi, je peux dire que je me sens très bien, en pleine forme, si, ça, l'autre, et vient un kidam qui dit non. Il a l'air bien, mais il ne semble pas se sentir bien, il y a quelque chose. Ça veut dire alors que se sentir bien ou ne pas se sentir bien doit être entendu de commun accord. Je dois dire que je me sens bien, mais les autres aussi doivent le penser. Les familles. Les membres de la famille prennent peur, parfois, se sentent accablés, se sentent surchargés par des problèmes de tout genre. Alors il s'établit une situation d'intolérance quand on ne peut pas vivre en famille. Et c'est pour ça que des fois, les gens ont besoin de venir à un hôpital. Il y a quelque chose, je voudrais qu'ici, que les gens de ma famille viennent ici, parce que ma famille ne vient jamais. Je les invite tous les lundis que le bon Dieu fait, mais maintenant ils ne peuvent pas venir. Je voudrais qu'ils viennent pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils connaissent mes problèmes. Je crois que non seulement vous avez raison, mais encore vous demandez quelque chose de très juste. Et c'est pour ça que nous faisons ces réunions. Ce que je vous suggère, c'est que si votre famille ne vient pas, ou jusqu'à ce qu'elle vienne, que vous essayiez de trouver une famille remplaçante en nous autres. Et que vous vous prépariez pour mieux vous entendre avec votre vraie famille, dans la mesure où vous vous entendrez mieux avec nous autres. C'est une façon, un moyen de pouvoir se préparer. J'ai pas de communication avec ma famille, j'ai des problèmes, je discute avec mon père, avec ma mère, pour des choses qui vont mal dans notre commerce, pour des choses que je rate des fois pour un tarif, est-ce que je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas venir. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas venir. Il y a beaucoup de motifs pour ne pas venir à un hôpital psychiatrique. Des fois, on a peur de ce genre d'hôpital. Écoutez-moi une minute. Ils ont peur du nom de l'hôpital ou parce que c'est un hôpital psychiatrique? Il y a beaucoup de choses au nom de l'hôpital ou parce que c'est un hôpital psychiatrique ou aux gens que l'on imagine qui se trouvent ici. Et d'autre part, la famille attend aussi que, disons, dans l'idée que leur familier va se remettre pour pouvoir causer. Et en réalité, on a besoin de pouvoir causer pour mieux aller, de sorte qu'un cercle vicieux se crée, qui rend tout plus difficile, de sorte que des fois, on préfère attendre. Avec Angel Luis, par exemple, il faut attendre avant de lui parler, mais il a besoin de parler pour pouvoir commencer à se remettre, et c'est très difficile de composer entre les deux situations. Il me semble que nous essayons de trouver la façon de nous aider un peu plus pour tenter de voir comment manœuvrer des moments de forte violence, surtout dans la famille. Comment manier les moments de violence dans une famille. Bon, dans mon cas, il y a une situation assez semblable avec ces disputes dans la famille. Moi, cette fin de semaine, je me suis disputée très fort avec mes parents et j'ai un peu pris la décision de revenir ici parce que je ne me sentais pas bien
à la maison. Je crois que le docteur a raison. Ça a à voir avec le besoin qu'on a de se communiquer avec la famille directement ou avec quelqu'un d'autre. Chez moi, on est très déconnecté en ce moment. Je ne sais pas si j'en suis coupable. Si oui, ça se trouve, mais si nous n'y mettons pas d'une autre, chacun d'entre nous, est-ce que je sais, l'intention de nous améliorer, je crois que nous n'y arriverons pas énormément. Par exemple, aujourd'hui, ma famille n'est pas là. Je les attendais et maintenant, je ne sais que penser que, bon, ils ont accepté ma décision de m'en aller de chez nous, brusquement, comme ça. Je crois que tout vient de ce que je me sens seule. Et eux aussi, ils se sentent seuls. Et ce besoin d'être avec quelqu'un, nous la cherchons et nous essayons de la remplacer par l'agressivité et toutes sortes de mauvais traitements et de disputes et de tendresse parfois. Je crois que ce n'est pas seulement un problème de manque de tolérance. C'est un problème de besoin. Autrement dit, des fois, une mère peut souhaiter que son fils soit de telle ou telle façon. Mais c'est un besoin à elle. Quand le fils est différent de ce qu'elle attendait, elle ne tolère pas que ses souhaits ne s'accomplissent pas ou ne satisfont pas le besoin qu'elle a d'avoir un fils qui soit excellent ou très intelligent, etc. Quelqu'un qui marche très bien lui donne des satisfactions. Et bien souvent, ça n'arrive pas. D'autre part, ne pas être soi juste, comme tes parents l'espéraient, cela très souvent fait naître des sentiments de culpabilité. Tu sens que tu es un mauvais fils, et sentir qu'on est un mauvais fils te fait sentir très mal. Je crois que tout ce que vous venez de dire, vous avez en grande partie raison. Moi, des fois, je pense que la famille veut que soit on soit comme elle veut, c'est-à-dire pas réellement ce qu'on est. C'est-à-dire la famille veut construire quelque chose qui soit en accord avec ses goûts. Je ne sais pas comment le dire. D'accord avec ce qu'elle veut. Et comme quand elle veut, il se forme une crevasse, il se crée un manque de communication, il se crée un tas de choses. Moi, c'est ce qui m'arrive avec ma tante. Je lui suis très reconnaissant, elle se préoccupe pour moi. Mais des fois, je lui demande de rester causer, pas seulement qu'elle m'apporte des cigarettes. Je lui ai demandé plusieurs fois que tu restes causer, que tu me tiennes compagnie. Moi, j'ai besoin qu'elle reste à causer, à bavarder, me tenir compagnie. Mais il y a autre chose aussi, c'est peut-être que toi-même, tu ne sois pas si sûr de ce que tu veux être ou de ce que tu peux être. Parce que si tu te sentais sûr de toi-même, ta tante serait la première à se tranquilliser, même si tu n'es pas exactement comme elle voulait que tu sois. Elle verrait en toi une sûreté, ça la tranquilliserait. Je crois que quand tu as très bien expliqué, parce que je crois que c'est très relié avec ce que nous étions en train de dire. Je crois que ce dont ta tante a besoin, c'est de voir que tu te sens bien, de voir sûr de toi-même dans la vie. Et toi, tu as plutôt besoin qu'elle vienne causer, même pour savoir un peu ce qu'elle pense et quels conseils elle peut te donner, ou comment elle peut t'aider dans la vie. Autrement dit, tu ne te sens pas encore très sûr de toi. Alors, ce manque de sûreté en toi, cela aussi fait naître de l'angoisse. Moi, le manque de sûreté, c'est né à partir des hospitalisations. C'est-à-dire qu'à partir des hospitalisations, j'ai commencé à sentir le manque de sûreté, de la crainte. Avant, moi j'avais de sérieuses craintes comme tout le monde en a, mais le manque de sûreté, ça a commencé à partir des hospitalisations. L'hospitalisation peut faire naître un manque de sûreté parce que tu te dis, mais alors je suis donc malade. Mais une hospitalisation peut aussi devenir le point de départ pour faire naître de la sûreté. Je ne sais pas si je m'explique. Autrement dit, parce que c'est le moment ou un moment de la vie où l'on peut réviser un tas de choses de sa vie passée.
des choses qui, d'une façon ou une autre, t'ont conduit à devoir t'hospitaliser. Et à partir de l'hospitalisation, tu peux acquérir plus de sûreté en toi-même que tu n'en avais avant. Suis-je clair? Parce que des fois, la sûreté que tu avais avant n'était pas entièrement sûre. Tu croyais que tout allait bien, mais soudain, tu fais une crise parce que tu te retrouves dans une situation que tu ne sais pas comment manœuvrer. Alors, à partir de ce moment-là, si tu peux réellement penser plus à fond à une quantité de situations différentes, à partir de ce moment-là, tu commenceras à mieux aller parce que tu te trouveras en meilleures conditions pour faire face à la vie. Il ne s'agit pas de sortir d'ici en se sentant bien comme tout est bien gentil avec un peu de médicaments, parce que ce problème, c'est justement ce dont parlait la mère d'Angel Luis l'autre fois, quand elle a déclaré qu'il allait rester ici jusqu'à ce qu'elle dise le contraire, et avec les médicaments qu'il doit prendre, et elle les lui fera prendre tambour battant, etc., etc. J'ai jamais dit ça. Oh que si. Et vous le disiez parce que vous êtes persuadé que c'est comme ça que l'on résout le problème des gens, mais ce n'est pas comme ça. Bon, Fabien, moi je l'écoute un peu, je me sens un peu déconcertée. Et Fabien lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Il ne le sait pas. Lui, aujourd'hui, il veut une chose, demain il en veut une autre, et après-demain une autre encore. Et je pense que ni moi, ni lui, sommes en condition de décider ce qui lui convient. Lui, ce manque de sûreté, il la transmet. Il la transmet parce que on a un projet et ensuite voilà qu'il en a un autre. Alors ce n'est pas son manque de sûreté à lui. C'est le manque de sûreté de tout le monde d'un côté. Quant à ce qu'il dit, qu'on ne l'accompagne pas, parce qu'en définitive, c'est ce qu'il vient de dire, qu'on ne l'accompagne pas, etc., il voudrait qu'on vienne tout le temps. Il sait que nous autres, moi surtout, nous avons des obligations. Je travaille dans ce que je peux, mais enfin je travaille. À part ça, j'ai mon temps occupé avec ses enfants à lui. Parce que quand sa femme ne peut pas, je vais les chercher à l'école, et s'il faut leur donner un vaccin, j'y vais. Donc ça veut dire que même si je ne consacre pas mon temps personnellement à lui d'une façon ou d'une autre, si je le fais. Je crois que tout ceci est très intéressant, et pourquoi? D'après ce que j'ai compris, Fabien a mentionné qu'il se sent... a mentionné qu'il se sent très seul au monde, et spécialement quand il est ici. Et quand vous venez, il sent que ce dont il a besoin, ce serait de pouvoir parler, d'être simplement avec vous. Simplement, ce à quoi il se réfère, c'est à quelque chose d'émotionnel, d'affectif, de son monde intérieur qui a à voir avec sa famille. Ce dont nous parlions ici il y a un moment. Vous, ce que vous ne vous expliquez pas, c'est que vous êtes bonne avec lui, vous vous occupez de ses enfants, vous faites un tas de choses, et vous avez l'impression que ça, il ne le reconnaît pas. Ce n'est pas qu'il ne le reconnaît pas, c'est qu'il ne le voit pas. Bon. Et pourtant, il vient de le reconnaître. Et curieusement, vous êtes, en ce moment, vous êtes tous deux en train de parler par mon entremise. Comme si vous aviez besoin de donner des explications à un tiers. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a grand besoin de compter sur un tiers. Il y a toujours des fils et des mères seuls, sans la présence d'un père. Ici présent, il y a très peu de pères. Vous devez être le seul au milieu de toute cette communauté. Autrement dit, il manque quelque chose de base dans toute cette situation. Il manque le père. Eh bien, nous venons de voir trois blocs très substantiels, n'est-ce pas? Celui
intitulé « Qui dit ou qui est autorisé à dire qui est fou ou qui est bien, psychiquement s'entend ». Ensuite, l'autre bloc, que faire avec la violence domestique. Et le troisième, un point de départ. En effet, ces trois blocs sont très intéressants et ils forment une séquence. C'est un sujet qui affleure, surgit et s'articule entre ce que nous avons vu avant et ce que nous verrons après. Le sujet dénommé « Qui est autorisé à dire qui se sent bien et qui se sent mal » est quelque chose de profond qui, bien sûr, peut donner lieu à un développement bien plus ample que celui qui s'est produit dans ce groupe et qui devrait aussi donner lieu à un développement théorique bien plus large. Mais ce que nous sommes en train de commenter, c'est ce qui se passe dans ce que nous avons vu. Autrement dit, l'idée, c'est que l'autre qui est mal s'utilise maintes fois depuis une position de pouvoir. Et cet autre exerce ce pouvoir comme dans le cas de la mère d'Angel Luis sur lui. À son tour, Salvador se défend bec et ongle contre cet exercice de pouvoir de sa propre mère. L'affaire, c'est que tout ceci donne lieu à des disputes, situations où il est très difficile de savoir qui a commencé, qui est le méchant et comment en sortir. C'est un aspect de la violence domestique. Donc, ce que je dis à un moment donné, c'est, eh bien, nous voilà tous ici dans l'idée de pouvoir apprendre, chacun de nous, que faire face à la violence familiale. Maintenant, savoir que faire n'est pas seulement un problème de savoir intellectuel, c'est aussi savoir comment manier les émotions, et les émotions non seulement dans soi-même, mais en relation avec les autres. La psychanalyse, par exemple, en traitant l'inconscient, prétend justement faire savoir à la personne qui s'analyse quels sont ses conflits et qu'en faire, ayant appris à les penser. Mais d'autre part, la psychanalyse individuelle manque du contexte qui te permettra d'apprendre que faire de la violence de l'autre ou de quelle façon l'autre te rend fou. Comment se produit la rétroréaction entre la folie de l'un face à l'autre? Et c'est ce que nous voyons dans le contexte dans le contexte familial. Mais dans le contexte multifamilial, comme tu le vois, il est non seulement possible de contenir la violence, mais également de savoir que faire à ce sujet. Parce que dans le nœud du contexte familial, de la thérapie familiale, la ressource, c'est l'interprétation ou la connaissance selon la perspective utilisée, c'est-à-dire une interprétation psychanalytique, s'il s'agissait d'une thérapie familiale psychanalytique, une interprétation systémique qui consiste à démonter les systèmes, et une interprétation cognitiviste pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Mais la dynamique de la violence, par exemple, déborde tous ces contextes. Et tous sont contenus dans le contexte multifamilial. Alors là, oui, nous pouvons apprendre. C'est un sujet qui est devenu assez à la mode depuis ce livre, L'intelligence émotionnelle, qui a mis en évidence qu'il existe une sorte d'intelligence pour savoir manier les émotions, chose qui se perd quand les émotions inondent l'intelligence et la bloquent. Cela, en réalité, nous le savions déjà parce que cette intelligence, c'est la capacité de pouvoir penser, ce que nous avons parlé plusieurs fois avant, n'est-ce pas? Comment apprendre à avoir la capacité de tolérer la violence, aussi bien interne qu'externe, pour pouvoir continuer de penser. Avant, quand tu as éclairci la relation entre la mère d'Angel Luis et lui, tu m'as dit entre nous,
et que peut-être tu aurais dû intervenir d'une autre façon au moment de la grande violence d'Angel Luis. Évidemment, si je m'étais conduit avec plus de désinvolture, parce qu'à ce moment-là, je ne faisais que les connaître, comme je viens de te le dire. Et cette violence m'envahit moi aussi, crois-le. Mais en général, dans une situation comme ça, ce que j'aurais pu faire, c'eût été inviter Angel Luis à s'asseoir à mes côtés, et même faire asseoir sa mère de mon autre côté. Et comme on le voit dans cette seconde partie, j'aurais pu manier bien mieux la situation. Et peut-être Angel Luis n'aurait pas dû quitter le groupe. Angel Luis peut-être n'aurait pas dû s'en aller. Et si nous avions eu plus de temps, comme je le fis remarquer, nous aurions pu l'inclure. Ça avait été mon intention tout le temps, parce que sinon les autres peuvent avoir la sensation de vivre une situation traumatique sans échappatoire. Et c'est très important. Ce qui est important, c'est pouvoir montrer à tout le monde, à tout le groupe, que toutes les situations ont une solution possible et que nous pouvons l'atteindre. Ce que tu viens de dire, situation sans échappatoire, ça ne se réfère qu'à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, il y a une échappatoire, il y a toujours une sortie. Mais le point de départ? Le point de départ, c'est quelque chose de très intéressant parce que Fabien nous explique comment, à partir des hospitalisations qu'il a eues, il a commencé à vivre des situations d'insécurité. Ou bien ces vécus d'insécurité ont beaucoup grandi en lui. Alors j'essaye de montrer que ceci en soi n'est pas si mauvais, que le sentiment d'insécurité est... C'est parce qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il était malade. Qu'est-ce que je vais faire? Que va-t-il m'arriver? C'est dans ce sens que d'autres insécurités apparaissent. Mais si nous tenons mieux compte de tout ce que nous faisons, le temps où nous sommes hospitalisés peut devenir le point de départ pour faire naître plus de sûreté. Pas seulement des insécurités. Faire comprendre que tout ce que nous faisons, c'est dans ce but, pour chacun, non seulement le patient, mais aussi ses familiers, pour se sentir plus sûr, pour savoir que faire des événements de la vie. Alors je crois qu'en ce moment se généralise ensuite, cela se convertit en un apport de tous les autres patients, c'est un apport de tous les autres patients qui se trouvent là et leurs familiers aussi, autrement dit de tous les participants. Bon. Eh bien, voyons. Quand j'ai eu mon occasion de faire un cours, moi, principal la première fois, je l'ai pris un peu comme pour sortir d'ici, comme pour dire je ne fais pas un traitement, mais à mesure que j'ai commencé à comprendre les moteurs des glacières, en voyant les motocompresseurs et tous les circuits qu'elles ont, alors je me suis mis à penser de plus en plus, et c'est comme ça que je me suis souvenu comment très avant, pendant ma première hospitalisation, comment j'allais, que soudain j'allais très bien mentalement, mais du point de vue personnel, soudain par moments c'était comme très décadent. J'avais mes moments de décadence. Vous voulez dire de dépression, comme de tristesse ou d'amertume? Non, pas que je déprime, non. Et plutôt comme le manque d'une personnalité. C'est comme s'il me manquait un stimulant, quelque chose qui me dirait... Et Juan m'a dit que si je m'y mets et continue de travailler comme ça, je devenais son associé. Je suis arrivée à être son associé à l'atelier, mais que se passe-t-il? Pendant un temps long, j'ai su comment supporter toutes les pressions, mais ensuite tout m'a échappé des mains. Et d'une certaine façon, je me suis considérée coupable et j'ai cru que ce que j'apprenais ne servait pas parce que je ne servais pas moi. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé avec un bagage de choses que tu savais, que tu avais fait et que tu savais faire. Mais à un moment donné, tu as douté de ce que tu avais et tu l'as retrouvé et ça t'a servi. Et ceci est fondamental en général. Quand, par exemple, je disais à Fabienne, quand je lui parlais de son insécurité,
C'est probablement pas parce qu'il ne s'est pas encore retrouvé ni reconnu les capacités qu'il a, parce qu'il a des doutes. Il est bourré de doutes. Mais être bourré de doutes, des fois c'est très important et très bon. Ce n'est pas mauvais du tout d'avoir des doutes. Si l'on peut penser, on peut se mettre à résoudre des problèmes qu'avant on croyait résolus et ils ne le sont pas. Parce que par le travers des doutes, on peut avoir à penser des choses auxquelles on n'avait jamais pensé avant et c'est très positif. Ça m'a sauté aux yeux, n'est-ce pas, quand j'étais en train de parler de ça et une idée de pourquoi c'est arrivé. Évidemment, pour ce qui s'est passé, n'est-ce pas, que j'ai cherché du travail, et disons dans un atelier, comme pour pouvoir m'arranger, pour pouvoir me tirer d'ici, pas, sinon comme pour pouvoir sortir, tu vois, m'en aller, qu'on me donne la sortie définitive, est-ce que je sais. Et quand je suis entrée au travail le premier jour, la première chose que j'ai trouvée, c'est que le travail me plaisait vraiment. Et il m'est arrivé à lui, comme à lui dans son travail, qui se souvenait de choses antérieures qui lui étaient arrivées. Et je me suis souvenu de l'école primaire quand nous faisions les petits avions. Je ne sais pas si tout le monde a fait ces petits avions avec du contreplaqué et avec du papier paraffiné. Ces petits avions, moi je me suis souvenu de ça. Qu'on les faisait, on les faisait avec tant d'enthousiasme, il y avait de l'émulation. Il y avait de l'émulation pour savoir qui les faisait plus vite, qui finissait le plus vite, lequel volait le plus loin. Et ici aussi, il y a la compétition. Mais généralement, justement, ici, aussi bien Gabriel que César, et je crois aussi que Fabienne est un peu dans le même cas, ils cherchent à faire des choses. Cela surgit de notre intérieur, et quand cela surgit de nous-mêmes, nous nous sentons très contents. Autrement dit, ce n'est pas que nous retenions ici quelqu'un qui a des difficultés. C'est la personne, quand elle découvre qu'il y a des ressources, comme toi, Gabriel, ou comme César et Gustavo, la ressource de trouver un travail. Et notre idée, c'est que chacun fasse cette découverte et se mette en mouvement. Ce n'est pas forcé que ce soit le médecin qui décrète la sortie définitive. Je ne sais pas, bien sûr, en ce moment, je ne me sens pas sûre du tout quant à lui, parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'il vienne. Je lui ai dit, allons, commençons de nouveau, unissons la famille. Et il m'en coûte d'unir la famille, il m'en coûte de parler avec mes enfants. Bon, nous venons juste de voir une séquence sur la découverte des propres ressources. L'interaction est fort éloquente, mais pour notre public, pourrais-tu nous l'éclaircir un peu plus? En ce siècle, nous avons vu apparaître plusieurs formes de psychothérapie, surtout après l'avènement de la psychanalyse, et ensuite il en est apparu d'autres directement nées de la psychanalyse. À présent, sous quelques formes de psychothérapie, ce que le patient développe, ce sont des ressources psychologiques que nous pouvons appeler des ressources authentiques du moi, afin de résoudre ses conflits, affronter sa relation avec les autres, affronter les problèmes généraux et faire face à la vie. Dans ce sens, ce que fait la psychanalyse, rendre conscient l'inconscient, c'est une façon de nous faire développer nos propres ressources. La thérapie familiale, pouvoir vivre ensemble, pouvoir manier l'agressivité familiale, développer une meilleure capacité à la tolérance dans la relation avec l'autre, ce sont aussi des façons de développer nos propres ressources. La thérapie de groupe fait pareil. En dernière sorte, ce que nous voyons dans ces groupes multifamiliaux, c'est le développement des propres ressources. Cela fait que se découvrent plus de ressources thérapeutiques parce que
Par identification, la thérapie de groupe peut prendre plusieurs choses des autres, aussi bien dans la façon de penser que dans le fait de se voir refléter dans les propres conflits des autres, comme par exemple observer les solutions que d'autres ont adoptées, qui sont des possibilités auxquelles, si ça se trouve, on n'irait pas penser. Cette mère, Martha, que nous avons entendue juste à la fin, celle qui signale qu'elle ne peut pas parler à ses enfants et qu'elle ne sait que faire, peux-tu nous préciser un peu plus? Nous n'avons pas pu en montrer plus long parce que cette partie était endommagée. Quelle pourrait être la réponse à savoir que faire? Et cette femme dit, d'une certaine façon, que tout ce qu'elle observe dans ces groupes ne fait que l'inquiéter. Autrement dit, cela ne fait que lui donner de plus en plus de doutes. Alors, pendant la session, j'essayais de lui expliquer que c'est bien parce que le travail dans ces groupes, la participation dans d'autres groupes ne consiste pas à leur dire « moi ». Comment se guérir? Ou comment trouver la manière, elle, par exemple, d'aider son fils? Au contraire, chacun doit trouver son chemin au moyen de la thérapie, au moyen de la dynamique du groupe multifamilial où chacun d'entre nous participe. Cela, peu à peu, fait que chacun découvre ses propres ressources et puisse s'améliorer, se soigner, améliorer les liens, tout améliorer. Aidez-nous finalement, les groupes multifamiliaux servent uniquement pour la psychose? Je connais la réponse, mais pour notre public. Justement, non. Le groupe familial, je l'ai commencé, je l'ai découvert, pourrait-on dire, au début des années 60 à l'hôpital Borda, avec des patients psychotiques et leurs familles. Mais bien sûr, après, non seulement j'ai pu l'utiliser dans d'autres contextes, mais j'imagine également d'autres contextes possibles dans lesquels je ne l'ai pas encore mis en œuvre. Mais si j'en ai encore le temps, j'essaierai de le développer. Par exemple, dans la médecine générale, spécialement en pathologie psychosomatique, dans les maladies psychosomatiques qui possèdent un composant émotionnel très important. Ce composant émotionnel s'active, se déclenche en général au sein de la dynamique familiale bien plus tôt que depuis le seul inconscient. Qu'un patient psychosomatique se soit bénéficié d'un long traitement psychoanalytique, c'est quelque chose de bien connu. Nous autres psychanalystes, nous le connaissons depuis longtemps. Mais dans ces groupes, le bénéfice survient bien plus rapidement, car les conflits qui surgissent dans ces groupes ont beaucoup à voir avec la pathologie psychosomatique. La tension artérielle élevée, les gastrites, les ulcères d'estomac, la colite ulcéreuse et un tas d'autres choses. En général, ce sont des symptômes déclenchés par des interdépendances pathogènes dans la famille. Ici, par exemple, si l'un des patients, comme ceci, pour une question de violence familiale devient fou, un patient psychosomatique, lui, tombe malade. Il ne devient pas fou, c'est son corps qui tombe malade. On pourrait dire qu'il devient fou du corps, mais pas de l'esprit. Ces groupes constituent un contexte où l'on peut enseigner la psychiatrie mieux que dans un autre type de groupe, parce qu'ici tu peux enseigner ce que c'est qu'une interprétation psychoanalytique proprement dit, parce que tu peux voir dans ce contexte l'analyste qui l'a fait. De quoi parle-t-il? À quoi vise-t-il? Qu'est-ce que le transfert, le contre-transfert, le narcissisme? Surtout le narcissisme pathologique et tous les dynamismes que la psychanalyse a mis en évidence. On peut les voir ici à la loupe. Il en va de même avec la thérapie systémique, parce que le système familial peut se travailler ici, suivant la forme systémique, avec les idées systémiques,
dans un contexte multifamilial où ces mêmes phénomènes considérés du point de vue systémique sont examinés à la loupe. Et ainsi, les différences techniques peuvent être comprises dans le contexte multifamilial. Vois-tu pourquoi cela m'enthousiasme-t-il? C'est parce que ce contexte multifamilial te permet d'inclure de différents types de pathologies ou de différents types de problématiques. C'est un contexte juste pour résoudre des problèmes. Et d'autre part, il te permet d'utiliser différentes façons de penser, c'est-à-dire tu peux avoir recours à toutes sortes d'écoles et il est possible de les intégrer dans le contexte multifamilial. Eh bien, nous voici arrivés au final. En tant que collègue du Dr García Badaraco, je me suis placé dans son sillage au cours des années 60. J'ai tenté de l'imiter et j'en suis témoin. Les résultats sont spectaculaires. Exactement comme il a signalé. Au nom de la Fondation Stern et en mon propre nom, puisque je dirige les enregistrements sur la santé mentale pour la Fondation, nous voulons remercier le Dr García Badaraco pour ses apports. Et également, voici une annonce, à présent que je travaille avec lui, nous avons parlé de tout ça et il est très possible que nous ouvrions à la Fondation Stern un cours de formation de 3e cycle universitaire en psychiatrie qui versera sur les groupes multifamiliaux. Bueno, nuevamente agradecerle al doctor García Badaraco y pronto vamos a hacer la próxima grabación. Gracias.